Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la situation en Ukraine nous inquiète chaque jour un peu plus. Hier, Vladimir Poutine a franchi une nouvelle étape dans la provocation en reconnaissant l'indépendance des territoires séparatistes du Donbass et en y ordonnant l'envoi de troupes en violation complète avec les accords de Minsk de 2015. Ces actions inacceptables font craindre un conflit d'ampleur et des conséquences terribles pour les populations locales et pour la stabilité du monde. Ce dont nous devons faire preuve aujourd'hui, c'est d'unité au sein de l'Europe et entre les démocraties aujourd'hui défiées, mais aussi et surtout de fermeté. Alors bien sûr, les efforts de conciliation devaient et doivent continuer à être déployés. Très bien. Mais il faut se rendre à l'évidence, face aux visées expansionnistes du président Poutine, c'est avec la plus grande clarté et la plus forte solidarité que les Européens doivent s'opposer à la stratégie du Kremlin. Car les principes de souveraineté, d'intégrité des États et de liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes ne sont pas négociables. Monsieur le Premier ministre, je veux vous interroger sur le rôle du Parlement français, qui ne peut être tenu à l'écart de ce qui se joue. Parce que ce n'est pas ainsi qu'une grande démocratie fonctionne avec efficacité. Nous demandons donc, nous, députés socialistes, solennellement qu'un débat soit organisé ici pour faire le point et permettre au gouvernement de rendre compte de son action selon les termes de l'article 50 alinéa 1 de la Constitution. Monsieur le Premier ministre, nous sommes élus jusqu'en juin. Quand organiserez-vous ce débat ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Guillaume Garreau. Vous évoquez la fermeté, elle doit être au rendez-vous, elle sera au rendez-vous. Une réunion se tient cet après-midi même autour du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ce qui explique son absence à ce moment-là de la séance, autour du haut représentant de l'Union européenne avec l'ensemble des ministres de l'Union européenne. Fermeté parce que, effectivement, les atteintes qui ont été portées et à l'intégrité territoriale ukrainienne et à leur souveraineté, et également au droit international et tout simplement aux engagements pris par la Russie elle-même, ne sont pas acceptables. Et donc, la réunion de cet après-midi a pour objet de pouvoir valider un dispositif de sanctions qui doit être significatif. Par ailleurs, la France, l'Union européenne seront au rendez-vous de la solidarité avec le partenaire ukrainien. Le soutien apporté par la France, il sera non seulement maintenu, il sera amplifié. Le président de la République a pu en assurer le président Zelensky hier au cours d'un échange. Et je veux dire aussi que cette solidarité, elle va naturellement également à l'attention de nos compatriotes, de nos ressortissants français établis hors de France, établis en Ukraine et pour lesquels nous nous mobilisons avec le centre de crise et de soutien, avec le chef de poste, tout naturellement, aux côtés des élus consulaires, élus également avec madame la députée des Français de l'étranger. Et sur tous ces sujets, naturellement, le Parlement aura à connaître, dans des conditions qui vont être précisées très bientôt, de tous ces sujets. C'est un sujet d'importance sur lequel nous entendons réagir et auquel vous aurez naturellement toutes les informations. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. La hausse des prix de l'électricité, calée sur celle des prix du gaz, a démontré une nouvelle fois l'échec de l'ouverture des marchés et de la concurrence appliquée au secteur de l'électricité. Pour y faire face, vous avez décidé de relever le volume de l'Arenh délivré par EDF de 20 TWh, et ce pour seulement quelques euros de plus le mégawattheure. EDF est donc obligé d'acheter d'importants volumes d'électricité sur le marché à des sommes pouvant aller à plus de 300 euros le mégawattheure avant de les revendre à prix cassé à ses concurrents pour seulement 46,20 euros le mégawattheure. L'entreprise vend donc à perte et subventionne ainsi ses concurrents qui n'y supportent ni les aléas de marché ni les risques d'exploitation. Les généticiens chiffrent sa perte à hauteur de 8 milliards d'euros.
EDF ne saurait être utilisé comme une variable d'ajustement des prix au détriment de sa viabilité financière. D'ailleurs, les organisations syndicales et les associations de consommateurs envisagent de déposer un recours contre cette décision. L'État, qui détient 85% du capital d'EDF, a promis d'être à ses côtés. Après avoir évoqué l'éventualité d'une nationalisation, vous avez annoncé la participation de l'État actionnaire à la recapitalisation d'EDF à hauteur de 2,1 milliards d'euros. Nous prenons cela comme une première étape, car c'est largement insuffisant pour que l'énergéticien puisse faire face au mur d'investissement qui est devant lui. Cette augmentation de capital sert principalement à financer le rachat des activités nucléaires de General Electric et en aucun cas ne sécurise ses nécessaires capacités d'investissement. Alors, Monsieur le ministre, 2 questions très claires. La première, avez-vous un accord formel de la Commission européenne validant l'augmentation du plafond de l'Arenh? Et la deuxième, sur la recapitalisation, confirmez-vous que cela n'est qu'une première étape dans le soutien de EDF par l'État? Une nouvelle participation est évidemment indispensable pour protéger durablement les Français. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Battistel. Merci de poser cette question qui va nous permettre de clarifier notre position en matière de mix énergétique. Je crois que cette position, elle est très claire. Elle a été portée récemment par le Président de la République. C'est une stratégie qui repose à la fois sur des actions de court terme pour faire en sorte que nos entreprises et les Français puissent passer ce cap dans un contexte d'augmentation massif du prix de l'électricité. Et beaucoup de députés ont abordé ce sujet-là cet après-midi. Et grâce aux mesures que nous avons prises, et notamment l'augmentation de 20 TWh, ce volume qui va être mis à disposition de tous, c'est-à-dire des collectivités locales, des entreprises PME, artisanales, etc., Madame Pinel, je veux vous rassurer, et des ménages, nous allons pouvoir faire en sorte d'accompagner notre économie et de limiter un impact qui aurait pu arrêter, vous connaissez bien le sujet, notamment au travers de Ferropem, l'activité de 150 entreprises hyper électro-intensives, mettant en jeu 45 000 emplois. Ça, c'est le premier point. C'est une mesure qui est accompagnée par la CRE, notre autorité de régulation, qui veillera à ce que ce prix compétitif permis par EDF soit mis à disposition et redescende au travers des fournisseurs jusqu'au consommateur final. Le deuxième point, c'est l'accompagnement d'EDF. Et je crois que le ministre de l'économie a été particulièrement clair sur ce sujet-là. Nous serons aux côtés d'EDF et nous le sommes, nous en sommes le principal actionnaire à 85%. Et donc, d'une part, oui, nous avons l'accord de la Commission européenne, ça c'est évident. Et deuxièmement, s'agissant d'EDF à long terme, nous allons l'accompagner puisque nous venons d'annoncer l'étude de l'achat de 6 EPR. Donc c'est l'ensemble de sa stratégie économique que nous allons accompagner avec des fonds propres en tant qu'actionnaire de contrôle. Merci, Monsieur le Président. Ceci est ma dernière question au gouvernement. J'y associe mon ami Christian Hutin, qui, comme moi, ne se représente pas pour un nouveau mandat, les membres du groupe socialiste et apparentés et tous mes collègues. Quand je suis arrivé de Saint-Étienne dans cet hémicycle à l'âge de 35 ans, accueilli avec bienveillance par le très expérimenté et regretté Henri Emmanuelli, jamais je n'aurais imaginé poser 15 ans après ma dernière question au gouvernement avec un masque chirurgical sur le visage. Au cours de ces 3 mandats consécutifs, j'ai été successivement dans l'opposition, dans la majorité, puis à nouveau dans l'opposition. J'ai même été dans l'opposition de la majorité. Mais j'ai toujours été un farouche défenseur des droits du Parlement. Je pars de l'Assemblée nationale sans aucune frustration, avec le sentiment du devoir accompli. J'ai aimé passionnément ce mandat de député, qui est pour moi le plus complet. Nous sommes des élus de la nation et nous représentons aussi un territoire, nos circonscriptions. En 15 ans, j'ai eu la chance de participer aux travaux de très nombreuses missions d'information parlementaire ou commissions d'enquête et de publier 33 rapports parlementaires. Beaucoup de ces rapports ont été consacrés au sport, mais j'ai aussi pu co-signer des rapports transpartisans dans les différentes commissions permanentes et au comité d'évaluation et de contrôle, formant parfois des duos de députés surprenants. Sur la mobilité sociale des jeunes, avec Jean-Frédéric Poisson. Sur la régulation des jeux d'argent et de hasard, avec Jacques Millard, puis Olga Givernet.
sur l'aide sociale aux anciens combattants, avec Marie-Christine Dalloz, sur la fabrique de la loi, avec Laure de la Rodière et François Cornu-Gentil, sur l'accès à l'enseignement supérieur, avec Nathalie Sarle, sur l'évaluation du système éducatif, puis sur la lutte contre la sédentarité, avec Marie Tamarel. Contrairement aux idées reçues, ces rapports majorité-opposition n'ont pas servi à caler les armoires, avec 2/3 des préconisations ayant connu une suite favorable. Selon notre Constitution, le Parlement vote la loi. Il vote trop de lois, 500 par mandature. Le Parlement contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Il contrôle et évalue trop peu, seulement 10 à 20% du travail parlementaire. Alors, monsieur le ministre des Relations avec le Parlement, que comptez-vous faire pour revaloriser les fonctions de contrôle et d'évaluation du Parlement? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement et de la participation citoyenne. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Régis Juanico. Je voudrais vous remercier d'abord de votre question, qui est une question en forme de bilan, non seulement en forme de bilan de vos activités parlementaires personnelles, mais au fond en forme de bilan du travail que vous avez mené avec un certain nombre de vos collègues de la majorité comme de l'opposition. J'oserais dire des majorités comme des oppositions auxquelles vous avez pu participer. Vous avez souligné le rôle des parlementaires et vous avez dit à quel point vous aimiez avec passion ce mandat de parlementaire. Vous me permettrez à cette occasion de saluer le travail de chacune et chacun d'entre vous et de dire à toute fin et de rappeler le soutien sans faille du gouvernement à toutes celles et ceux qui chaque jour, comme élus locaux ou comme élus nationaux, sont menacés en raison de leurs opinions ou de ce qu'ils essayent de défendre ici à l'Assemblée nationale ou à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Vous devez tous savoir le soutien plein et entier du gouvernement et de vous veiller avec grande importance sur ces sujets-là, parce que c'est la démocratie qui est en cause à chaque fois qu'on menace un élu. Vous avez évoqué le travail des parlementaires, en particulier le travail de contrôle et d'évaluation. Vous avez raison de dire que c'est un travail qui n'est pas assez développé. Souvent, on résume le travail du parlementaire à celui de faire la loi. Or, au fond, le travail d'évaluation et de contrôle est un travail qui est très précieux. Je ne citerai qu'un seul exemple d'ailleurs, le travail qui a été fait sur la loi Egalim. Nous avions fait une première loi Egalim grâce à un travail d'évaluation de la majorité et de l'opposition. On a fait au travers d'un deuxième texte, une évolution sur ce texte, parce que l'évaluation, c'est la capacité, une fois qu'on a légiféré, à l'évaluer, à la contrôler, à vérifier qu'au fond, elle est efficace et qu'elle permet d'aller plus loin. Et si elle doit être évoluée, avec modestie, il faut le faire. Monsieur le député Cordier, du début à la fin du mandat, on vous aura toujours entendu avec la même véhémence. On peut le regretter que vous n'ayez pas évolué, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Vous me permettrez de finir, monsieur le député Juanico, en saluant toutes celles et ceux... Vous me permettrez de finir, monsieur le député Juanico, en saluant toutes celles et ceux, dans la majorité comme dans l'opposition, qui ont fait le choix de l'engagement. Il n'y a pas de plus beau mot que celui de l'engagement. Et au fond, quand on s'est engagé comme vous, on doit saluer tous ceux qui, un jour dans leur vie, font le choix à l'Assemblée nationale, dans les assemblées locales ou dans les associations de s'engager. C'est précieux pour le pays. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. La situation en Ukraine est en cet instant au cœur de nos inquiétudes. Les récentes décisions de Vladimir Poutine sont une menace pour l'Europe, mais aussi pour le monde. Un peuple qui, il y a 8 ans, s'est levé pour arracher son droit à une perspective européenne est aujourd'hui menacé. Il est menacé parce qu'il a revendiqué cette liberté, cette indépendance qui aujourd'hui nous renie à lui. Nos destins sont aujourd'hui liés. La France a appelé ses ressortissants à quitter l'Ukraine. Partir pour protéger sa famille, pour se protéger, rester pour accomplir sa mission, marquer sa solidarité avec ses proches, c'est un choix qui appartient à chacun, en conscience, et qui peut évoluer. Mais la France lance un appel pour inciter à quitter l'Ukraine. La question, monsieur le ministre, est donc la suivante. Comment faire si les avions se font rares et chers? Comment faire si personne ne vous attend en France? Beaucoup disposent de solutions, mais que faire pour les autres, pour les accueillir? Quelles dispositions sont prises par le centre de crise et de soutien? L'anxiété monte en Ukraine. Plus de 200 000 personnes vivent sur la ligne de contact et sont directement menacées. Les morts et les blessés augmentent chaque jour. Un important exode est à craindre. Nombreux sont ceux qui se mobilisent pour faire face à une telle situation en espérant qu'elle n'arrivera pas tout à fait. Les besoins sont immenses. Médicaments, équipements en traumatologie, soutien psychologique,
accueil des réfugiés. Quel sera l'apport de la France? Quel sera l'apport de l'Union européenne face à ces besoins et à ces menaces? Que préparons-nous dans ce cadre? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge des affaires européennes. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Lecomte, vous avez rappelé la gravité de la situation que plusieurs sénateurs ont déjà évoquée. Vous soulignez une dimension humanitaire et humaine de cette crise, notamment la situation de nos ressortissants, qui est évidemment notre priorité. Nous avons, c'est la responsabilité du Quai d'Orsay, adapté nos recommandations pour les voyageurs comme pour nos ressortissants sur place à 3 reprises au cours du mois de janvier. Et nous l'avons fait face à la dégradation de la situation sur place encore ce week-end. Avec un message d'évidence, nous demandons à tous les voyageurs d'éviter de se rendre en Ukraine, bien entendu. Et nous avons indiqué à nos ressortissants que, sauf motif impérieux, il était nécessaire et plus prudent de quitter l'Ukraine. Vous connaissez la communauté française en Ukraine. Au début de la crise, elle était environ évaluée à 1000 personnes, près d'1 millier, principalement des binationaux. C'est pour cela que, bien sûr, il faut évaluer la situation au cas par cas. Certains, pour des raisons nécessaires, certains par engagement et solidarité, peuvent faire le choix de rester, d'accompagner ceux qui sont proches. Et nous analysons les choses au cas par cas. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons mobilisé notre ambassade, qui reste ouverte, dans un format toujours opérationnel, évidemment resserré compte tenu de la situation, vous le comprendrez, mais pour accompagner nos ressortissants, pour traiter chaque situation nécessaire. Et c'est aussi l'instruction qui a été donnée par Jean-Yves Le Drian au centre de crise, qui, avec notre poste consulaire, analyse chacune des situations et chacun des cas particuliers. Vous évoquez aussi le cas humanitaire au-delà de nos propres ressortissants et de la communauté française ou franco-ukrainienne. La France est au rendez-vous depuis le début de la semaine. Les autorités ukrainiennes ont fait appel à ce qu'on appelle le mécanisme de protection civile de l'Union européenne, qui apporte de manière préventive en l'espèce un certain nombre d'équipements de santé, de protection, des tentes, des kits. Et la France a fait partie des 5 premiers pays européens dès lundi qui a répondu présent et qui a déjà acheminé d'ailleurs depuis mardi un certain nombre de matériel au cas où et pour protéger non seulement la communauté française mais aussi l'Ukraine avec lequel la solidarité est absolue et continuera à s'amplifier. Monsieur Lecomte. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour ces réponses. Mais n'oublions personne, il y a des gens qui ont besoin effectivement d'être accueillis, de pouvoir avoir les moyens de voyager s'ils décident de rentrer. Cela doit être absolument dit et répété et pouvoir être fait. Et préparer face à l'importance de la menace des dispositifs à la hauteur des risques pour l'ensemble des Ukrainiens en matière humanitaire, c'est essentiel. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Agriculture, mes chers collègues. En matière agricole, le programme d'Emmanuel Macron en 2017 mettait en avant 2 grandes priorités, le rééquilibrage de la valeur au sein des filières et les pesticides. Au début du quinquennat, le discours de Rungis et les États généraux de l'alimentation ont pu faire croire à une réelle volonté de changer la donne. Le président de la République promettait ainsi une loi, je cite, « permettre aux agriculteurs de vivre du juste prix payé ». La loi Egalim, très modestement corrigée par la loi Egalim 2, vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, a rapidement montré toutes les limites de la théorie du ruissellement appliqué à l'agroalimentaire, avec une baisse du prix d'achat aux producteurs en 2019. Le bilan, un constat d'échec unanimement partagé, sauf bien sûr au sein de la grande distribution. Le candidat Emmanuel Macron avait également promis, je cite, « un calendrier prévoyant l'élimination progressive des pesticides et le développement d'alternatives ». 5 ans plus tard, toujours pas de calendrier et presque toujours autant de pesticides. On constate en outre un manque de transparence puisque le NODU, indicateur de référence du plan Éco-Phyto, n'a toujours pas été publié pour 2020, alors qu'il aurait dû l'être en décembre 2021. Pouvez-vous nous donner, Monsieur le ministre, ce bilan? Quant aux alternatives, une première brèche a été ouverte avec la réautorisation des néonicotinoïdes pour la filière betterave. Finalement, à quoi bon rechercher des alternatives si le gouvernement accepte de détricoter la loi à la demande? Le bilan, un échec de l'aveu même du président de la République sur le glyphosate, qui devait être interdit sous 3 ans et dont les ventes ont à peine baissé de 2%. La déclinaison que vous allez faire de la PAC avec le PSN, Monsieur le ministre,
confirme encore le choix d'une orientation qui se traduit par la chute du nombre d'exploitations et d'emplois, l'insuffisance des revenus des agriculteurs et une dépendance à des substances nocives pour la santé et l'environnement. Ainsi, l'augmentation du seuil d'accès à l'ICHN va encore entraîner la disparition de petites fermes. Dans mon département de la Loire, cela concerne 69 exploitations. Au final, vous avez tourné le dos à vos objectifs initiaux pour conforter un modèle agro-industriel qui se noie dans ses propres dérives. Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas qu'il est temps de changer de direction ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, monsieur Julien Denormandie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Tissot. Je crois que fondamentalement, nous ne partageons pas forcément la même vision. Vous me direz, c'est beau en démocratie que d'avoir des visions différentes. Mais je voudrais vous répondre d'abord sur une vision, une méthode et les résultats. La vision, c'est la souveraineté agroalimentaire de notre pays. La vision, c'est de pouvoir avoir notre indépendance alimentaire. La vision, et d'ailleurs vous ne l'avez jamais dit dans vos 2 minutes de questions, c'est d'abord la mission nourricière de notre agriculture. Ne l'oublions jamais, c'est trop facile que de l'oublier. Ensuite, la méthode. La méthode, c'est de remettre la science et la raison au centre de tout. Remettre la science et la raison au centre de tout, c'est souvent plus courageux que d'être dans le sens du vent, au gré de prises de position, d'injonctions et du yaka faucon. Et je crois que remettre la science et la raison, surtout pour quelqu'un qui connaît si bien l'agriculture que vous, monsieur Tissot, c'est quelque chose de fondamental. Et vous savez à quel point je me suis engagé dans ce combat pour plus de science et plus de raison dans nos politiques agricoles. Enfin, sur les résultats, monsieur Tissot, depuis 2017, vous parlez des produits phytosanitaires. Depuis 2017, les substances les plus préoccupantes, moins 93%. CMR1 et CMR2, moins 40%. Le bio, vous en parlez souvent, on a doublé depuis 2017 la surface agricole en bio dans notre pays. Nous sommes aujourd'hui le pays d'Europe avec la plus grande surface en bio. Quand vous prenez la question de la rémunération, la loi Egalim 2, elle vient d'être votée. Vous en connaissez beaucoup de mandatures qui remet l'ouvrage sur le métier quand ils considèrent par eux-mêmes que la loi Egalim 1 n'a pas été assez loin. Ce n'est pas forcément ce que font généralement les politiques. Nous l'avons fait et nous nous battons, comme l'a dit le Premier ministre. Et puis, je voudrais simplement terminer, puisque c'est ma dernière QSG de cette session, pour remercier l'ensemble du Parlement. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous tous. On a souvent eu des désaccords, mais on a toujours trouvé en intelligence des accords. Je voudrais saluer la présidente Prima, le rapporteur Laurent Duplon, et vous dire, mesdames et messieurs les sénateurs, que dans le monde agricole, la politique du dépassement, ça marche, et je suis sûr que ça peut marcher dans d'autres secteurs. Et donc, faites le choix de cette politique du dépassement. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'économie, donc en son absence, je pense que c'est Mme Grégoire. Madame la ministre, le gouvernement a annoncé une recapitalisation du groupe EDF. Lapsus révélateur. De prime abord, cette décision est louable, mais cela semble être un peu l'arbre qui cache la forêt. De fait, l'État actionnaire est à nouveau tombé dans ses pires travers. Les 2,1 milliards que vous allez faire payer aux contribuables vont compenser d'une main ce que votre mesure sur le plafonnement tarifaire a pris de l'autre. Par cette recapitalisation, le président candidat, qui se veut le président du pouvoir d'achat, devient celui du pouvoir de rachat. Et ce rachat, il se fait au détriment de l'intérêt général pour restaurer la confiance des investisseurs privés. La confiance, ça n'a pas de prix. Et il va en falloir lorsque l'on connaît l'ampleur des chantiers qui attendent EDF dans les 50 prochaines années. Comme je le déplorais il y a un mois, ce tour de passe-passe ne masque que trop mal votre absence de vision à long terme en faveur d'une politique énergétique sérieuse en France. La politique du carnet de chèques ne peut constituer l'horizon indépassable de vos investissements en matière d'énergie. Nous avons déjà perdu 5 ans et nous ne pouvons plus attendre. La crise ukrainienne nous prouve que nous devons être le moins dépendants possible d'entités extérieures. Au-delà de la question énergétique, c'est une question de souveraineté nationale qui s'impose à nous, et ce alors que nous évoluons dans un monde de plus en plus conflictuel. Un réel État stratège doit opérer. Il en va de la protection du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Vos mesurettes
ne contiennent que trop peu la flambée des factures d'énergie que vit le pays. Madame la ministre, pouvez-vous dire à la représentation nationale quelles mesures structurelles envisagez-vous de prendre afin de garantir la pérennité et la viabilité financière du groupe EDF, condition sine qua non au maintien d'une politique énergétique économiquement soutenable pour tous nos concitoyens? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État en charge de l'économie sociale, solidaire et responsable. Madame la ministre. Monsieur le sénateur Cozic, je ne vous apprendrai rien. Et Bruno Le Maire, je le sais, a eu l'occasion de vous le rappeler, EDF traverse un moment un peu particulier. La production d'électricité en 2022 sera faible, elle sera même au plus bas, du fait de l'arrêt de plusieurs réacteurs, vous le savez aussi, ce qui représente une perte de pas moins de 11 milliards d'euros de revenus pour le groupe. Dans le même temps, le président de la République a annoncé depuis Belfort il y a quelques jours la nécessité d'investir dans la construction de 6 nouveaux EPR, d'étudier la construction de 8 autres et de lancer 50 nouveaux champs éoliens. Vous le savez, nous limitons l'augmentation de la facture d'électricité des Français à 4%. Vous parlez de mesurette. C'est quand même une grosse mesurette puisque c'est un effort considérable d'EDF qui représente un coût estimé entre 7,7 et 8,4 milliards d'euros. Grosse mesurette quand même. Dans ces conditions, nous n'aurons de cesse de le rappeler et de le redire, l'État n'abandonne pas et n'abandonnera pas EDF. En qualité d'actionnaire de contrôle d'EDF, l'État soutient totalement le plan d'action de l'entreprise qui a été adopté par son conseil d'administration il y a quelques jours. L'augmentation de capital de 510 millions d'actions va se traduire pour l'État qui détient près de 84% du capital par une souscription de 415 millions exactement, avec maintien du droit préférentiel, ce qui représente un apport de 2,1 milliards d'euros pour EDF. En second lieu, monsieur le sénateur Cozic, l'État va prolonger au moins pour les exercices 2022 et 2023 son engagement actuel qui consiste à percevoir ses dividendes en titres, comme le proposera l'entreprise à l'ensemble de ses actionnaires. C'est un double engagement. C'est un engagement d'aujourd'hui, mais c'est aussi un engagement pour demain. Et l'État réaffirme ainsi sa confiance dans la direction de l'entreprise et dans l'ensemble de ses salariés. Ça permettra, monsieur le sénateur, à EDF de restaurer ses comptes tout en continuant d'investir dans l'avenir. Je vous remercie.